Hello, bonsoir Gildas. Bonsoir Bernard, comment tu vas? Je vais bien et toi-même? Très bien mon cher. Alors, merci beaucoup d'être venu à ce podcast. Tu t'appelles Gildas Djebré. Tu es actuellement le Chief Digital Officer de Bank of Africa. Bank of Africa couvre un réseau de banques commerciales de 18 banques en Afrique et en France, réparties à travers 19 pays si je ne me trompe pas. Alors, je voudrais que on marque une pause pour retourner il y a 25 ans, quand tu venais de finir ton bac. Est-ce que tu te projetais là où tu es aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. À l'époque, ce qui m'intéressait, c'était de faire des études en informatique. OK. C'était de devenir ingénieur en génie logiciel et de développer des solutions que les utilisateurs vont exploiter au quotidien. D'accord. Et après le bac, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as directement décidé d'aller faire des études en informatique ou bien il y avait d'autres opportunités? Est-ce que ton rêve, c'était vraiment d'aller dans le domaine de l'informatique? J'avais deux options. OK. Option 1, des études d'architecture. Option OK. 2, d'informatique. J'ai déposé 2 dossiers pour faire ces études-là en dehors du Burkina. Et c'est le dossier du Sénégal pour les études en informatique qui a été retenu. Et donc, juste après le bac, je me suis préparé et avec l'aide, bien sûr, de la famille, partir à l'étranger pour poursuivre ces études-là. Wow. Et comment s'est fait l'adaptation entre Ouaga et Dakar? Il y a eu un choc culturel, il y a eu un moment d'adaptation. Comment s'est passée cette transition? Écoute, je dirais que l'adaptation s'est passée très bien. J'ai eu l'avantage d'être accueilli par des tuteurs burkinabés qui vivaient au Sénégal. OK. Mes premières semaines ont été vraiment assez simples et facilitées par ces tuteurs-là que je remercie au passage. Avant maintenant de m'installer seul pour pouvoir faire mes cours au niveau de l'école supérieure polytechnique à Cheikh Anta. D'accord. Et là, quand tu as fini tes études à l'école supérieure polytechnique, c'était quoi les options? Est-ce que tu te projetais de repartir au pays ou bien explorer des opportunités sur place? Comment ça s'est passé? Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant tout mon cursus, j'ai systématiquement exploité mes vacances pour faire des stages en entreprise, stages de découverte, ou même de travailler comme technical consultant OK. pour des startups. D'accord. Donc, c'est ce qui m'a permis, si tu veux, rapidement d'avoir des contacts dans le domaine. Mon premier contrat, bien entendu, avant même que je termine mes études, c'était de venir travailler à l'élaboration d'une plateforme web pour un grand opérateur de téléphonie mobile qui s'appelait Tigo à l'époque. OK. À Dakar. Toujours à Dakar. D'accord. Mais c'est à quel moment que la passion pour le digital banking est née au cours de ta... Ah, écoute, justement, lorsque j'étais responsable de développer une plateforme pour cet opérateur Tigo, que le client est venu avec une problématique. Il dit, je veux que mes distributeurs d'unités téléphoniques qui se déplacent puissent acheter sur Internet les unités téléphoniques et les revendre. C'est comme ça que je suis tombé dans le domaine du paiement. D'accord. Et tu étais dans l'équipe qui a développé ce moyen de paiement, c'est ça? Exactement. Concrètement, il s'agissait de faire le lien entre la plateforme qu'on a développée et un service auquel avait souscrit cet opérateur de téléphonie mobile. J'ai dû apprendre sur le tas tout ce qui concernait les cartes bancaires, c'est quoi une transaction de paiement sur Internet. C'est de là que est venue progressivement, je dirais, mon appétence à tout ce qui est digital banking et paiement électronique. Et de là, on dirait que les choses se sont accélérées et à un moment donné, tu t'es retrouvé à la francophonie. C'était toujours dans le cadre du digital banking ou c'était pour explorer autre chose? Alors, c'était un peu avant, parce que le passage par l'agence universitaire de la francophonie, c'était au moment je dirais, toujours de développer des logiciels pour cette fois-ci des entreprises, mais dans le domaine du logiciel libre. C'était avant l'expérience chez l'opérateur de téléphonie à travers une boîte de conseil. Par contre,
Cette première expérience réussie dans le domaine du paiement m'a permis de faire un grand pas. Parce que j'ai été approché par une structure sous-régionale qui s'appelle le GIM UEMOA pour venir D'accord. travailler avec eux pour construire l'interopérabilité des paiements pour les 8 pays de l'UEMOA. Yes. Donc, je me disais, ben attends, déjà que je viens de découvrir comment on paye sur Internet, si on me parle de payer pour plusieurs pays dans une même devise avec un règlement, une compensation banque centrale, ben écoute, ça vaut le coup, c'est un challenge. Et j'ai pas hésité à répondre à l'appel de cette structure-là pour aller travailler. D'accord. Et donc, tu es allé à Jim Iyomoa et de là-bas, tu es allé à Bank of Africa où tu travailles jusque-là. D'abord, tu as commencé à Dakar, c'est bien ça, avec Bank of Africa? Tout à fait. Donc, j'ai d'abord passé 8 ans avec le JMUMOA. Donc, OK. c'était assez long. Et après, je souhaitais donner une nouvelle orientation à ma carrière. C'est comme ça que je suis allé chez Bank of Africa, d'abord dans nos bureaux à Dakar. OK. En 2015. Et puis, professionnellement, le bureau m'a donné l'opportunité d'être relocalisé au Maroc, Casablanca, où je suis basé depuis 2018. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, grosso modo, c'est quoi tu fais pour Bank of Africa? Est-ce que tu peux nous traduire en français ce que c'est que le Chief Digital Officer? Il n'y a pas de souci. Si tu veux, de manière simple, comme tu le sais, aujourd'hui, le digital impacte toutes les entreprises, les organisations dans le monde entier. Et cet impact du digital-là, au niveau des banques, doit être piloté pour adapter les produits à ce besoin du digital qu'ont les clients et surtout continuer de rester performant en tant que banque. Un exemple très simple, un client d'habitude, il se rend dans une agence pour ouvrir un compte. Ben, le digital banking doit permettre à ce client-là d'ouvrir un compte à distance, sans se déplacer, par exemple. OK. D'accord. C'est de la transformation qui impacte aussi bien les produits, les processus et les humains au quotidien. On va en reparler tout à l'heure, mais je regardais rapidement les chiffres et c'est assez incroyable ce qui se passe avec le mobile banking en Afrique. Alors, tu me diras si mes chiffres sont bons. Il semblerait que l'Afrique représente la moitié du marché du mobile banking et plus de 50% des customers dans le monde se trouvent en Afrique. Et quand je regarde un peu avec le taux de bancarisation de l'UEMOA qui se situe à autour de 23-24% en 2024, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les banques traditionnelles, est-ce que le modèle d'affaires des banques traditionnelles aujourd'hui en Afrique n'est pas obsolète ou révolu? Ça fait partie de mon travail au quotidien de faire en sorte que la banque s'adapte aux besoins du client. OK. Pour cela, effectivement, comme tu l'as dit, il y a énormément de mobile money dans le monde entier et bien entendu, l'Afrique représente plus de 60% de cette activité-là. Wow. La particularité de notre environnement africain et subsahárien, il est assez simple. Nous avons des populations qui ne sont pas, je dirais, au même niveau d'éducation qu'au niveau de l'Occident. Mhm. Nous n'avons pas suffisamment de documents qui prouvent notre identité, autres les adresses, etc. Et enfin, les bancaires classiques sont, je dirais, importants pour la plupart des usagers. D'où le choix de ces usagers-là vers le mobile money, qui est plus pratique, plus simple, convivial et bien entendu avec une tarification adaptée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les banques ne se réinventent pas pour embrasser la digitalisation, elles risqueraient de disparaître. Ou bien c'est Tout trop à osé fait. de le dire. Non, 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 c'est un vrai risque. Tu fais bien de le dire tel quel, parce que l'objectif de la banque, comme toute entreprise, c'est la rentabilité et la pérennité. Si nos clients ne nous permettent pas de rester, je dirais, générer du profit et de continuer à vivre,
ben, on va fermer la porte. D'où le fait d'aller à l'écoute des clients, de leur proposer de faire leurs opérations sur les canaux et les périphériques dont ils disposent et de répondre à ces problématiques d'inclusion financière aussi. D'accord. Mais comment, la question que je me pose, c'est au niveau des banques, vous êtes contraint ou bien vous avez la vision d'embrasser la digitalisation de vos services. Comment est-ce que vous faites la balance entre ce besoin urgent de digitaliser vos services avec la protection et la sécurisation? Comment est-ce Hmm. que vous arrivez à... Il y a un lien très fort. Lorsque tu parles de digitalisation, tu parles d'outils informatiques, C'est tu ça. parles de données, tu parles de communication sur Internet. L'avantage de la banque, entre autres, c'est d'être dans un environnement très, très, très régulé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de normes, de règlements que nous devons respecter. De ce fait, tout ce que nous faisons suit un processus très rigoureux pour nous assurer de la sécurité et la confidentialité des données et surtout de l'audit pour savoir qui a fait quoi, quand, et de pouvoir repousser les attaques des personnes malveillantes parce qu'il y en a toujours. Ouais. Tout à fait. Mais généralement, admettons par exemple que vous voulez concevoir un nouveau produit pour le déployer dans votre zone de marché. Ça vous prend probablement quel temps pour développer le produit, le tester et le faire accepter par votre clientèle? Alors, je dirais de manière classique, nous avons à peu près des cycles de minimum 3 à 6 mois. OK. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la vitesse à laquelle nous travaillons avec l'ensemble des parties prenantes internes au sein de la banque, que ce soit le risque, la sécurité, la conformité, toutes les équipes commerciales, on a aussi des exigences vis-à-vis des banques centrales qui demandent à ce que, avant qu'un produit ne soit mis sur le marché, une approbation formelle de cette banque centrale. Donc, il y a un dossier qui est constitué pour envoyer à la banque centrale qui nous dit OK ou non OK. Donc, le régulateur, dans ce cas, c'est la banque centrale ou bien c'est le pays d'accueil? Alors, ce que tu dois savoir, c'est que d'abord, la banque centrale est l'unique régulateur. Après, d'ailleurs, la banque centrale délègue un certain nombre d'attributions au ministère des Finances de chaque pays. D'accord? Par exemple, pour avoir un agrément, il faut d'abord passer par la Banque centrale et après, il y aura l'approbation du ministère des Finances du pays où le D'accord. siège social est établi. Intéressant. Revenons aux produits les produits digitaux que vous concevez. Ta compagnie couvre autour de 18-19 pays à travers l'Afrique de l'Est, etc. Comment est-ce que vous vous assurez? Il vous arrive parfois de concevoir des outils pour accélérer cette digitalisation et être confronté à des contraintes d'ordre culturel, par exemple, auprès des clients pour accepter ces... Oui, ça arrive très souvent et je te donnerai un exemple très simple. Le nom du produit. OK. Il nous est déjà arrivé de renommer un produit qui s'appelait X chez les francophones et Mhm. d'être obligé de changer ce produit dans certains pays anglophones parce que malheureusement, le nom en français avait une mauvaise connotation dans un certain langage en Afrique de l'Est. Wow. Donc, nous pensons, nous réfléchissons, nous concevons global, Mhm. mais nous nous adaptons localement avec bien sûr les banques qui ont nos filiales dans ces pays-là. Bien entendu, on fait de la co-création avec nos équipes locales pour pouvoir éviter ce type de, je dirais, d'inconvénients. D'accord. Et quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans ton secteur d'activité? Aujourd'hui, nous entendons parler beaucoup de AI. Comment tu vois l'influence de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est un facteur d'accélération? Ça représente un danger? Est-ce que ça représente une opportunité? Comment vous, au niveau Alors, nous, on le voit surtout comme une opportunité D'accord? pour laquelle il faut essayer de tirer le meilleur pour répondre à notre stratégie en vigueur et à nos objectifs. L'intelligence artificielle, pour nous, quelque chose qui nous permet d'aller vite, d'automatiser un certain nombre de choses, réduire le risque
en termes de prise de décision et souvent même de prédire en quelque sorte le comportement des clients. Donc ça, c'est une opportunité. Par contre, du fait de notre spécificité en termes de banque, de protection de données, on ne peut pas se permettre de mettre, par exemple, les données de nos clients dans ChatGPT ou dans Gemini, qui sont des outils d'intelligence artificielle grand public. Notre responsabilité fait que nous devons envisager d'autres manières de faire pour exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle. Et tu te posais des questions, quelle direction prendre, ou bien tu étais dans un moment de doute et tu te posais des questions. Quel a été ce moment-là? Il y en a eu beaucoup, hein, mais Mais je dirais lequel que t'a le plus marqué? celui qui m'a le plus marqué, c'est principalement la première fois où je devais présenter le résultat de mon travail à des clients, notamment l'opérateur de téléphonie mobile. La pression et l'envergure de ce client-là a fait que dans la précipitation, au lieu de préparer la présentation avec la dernière version du travail, j'ai fait la présentation avec une version initiale qui n'avait rien à voir avec la toute dernière version. Au dernier moment, quand le client est rentré dans la salle de réunion, je m'en suis rendu compte. Je t'assure que malgré la climatisation, Bernard, j'ai commencé à suer à grosses gouttes. Écoute, je n'ai pas hésité. Moi, ça fait partie je pense, de mon caractère et de mes valeurs. J'ai tout simplement approché mon patron. Je lui ai dit, la version qu'on va présenter, malheureusement, n'est pas la toute dernière. Donc, je te demande de faire le focus uniquement sur l'aspect graphique. Et les traitements, on fera ça dans une autre réunion. Point final. Et comment il a pris ça? Il a rougi les yeux. Comme le client était déjà là, il n'avait pas le choix. On est resté avec ce périmètre de la présentation. Après, bien sûr, ça a crié entre nous. Et avant maintenant qu'ils comprennent que c'est la pression de l'objectif qui m'a fait faire cette erreur. D'accord. Par contre, moi, ça m'a appris une chose. Okay. Ça m'a appris que toute réunion se prépare à l'avance, se répète. On prépare les imprévus. Et depuis ce jour, je pense que je n'ai plus eu ce type de problème. Et ce que ça m'a appris aussi, c'est la résilience. Quel que soit ce qui se passe, nous allons rencontrer à un moment donné des difficultés, des problèmes. Mais le plus important, c'est de garder une attitude positive et surtout de garder son calme. Ça, c'est le plus important. Oui. Mais justement, j'imagine qu'à ton niveau de responsabilité, la pression est telle que parfois il va falloir que tu trouves le moyen de la gérer. Comment est-ce que tu gères la pression? Est-ce que tu as une activité favorite qui te permet de gérer la pression? Comment tu t'organises pour gérer la pression? Écoute, je dirais de deux manières. J'ai appris d'abord à travailler sur moi-même. Pour pouvoir justement être à l'aise dans ces moments difficiles, respirer convenablement parce qu'il semble que lorsque le cerveau n'est pas bien alimenté, il fait des bêtises. Et aussi, un élément qui m'aide beaucoup, c'est le sport. Le sport. Tu as un sport en particulier que tu préfères? J'ai beaucoup pratiqué la marche. Maintenant, je suis à fond dans la course, notamment la course de fond et le semi-marathon. Ça fait bientôt 4 ans que je suis dedans. Et je participe même à des courses officielles ici au Maroc. Ça permet de garder son calme, la compétition. Puis enfin, j'envisage d'ici horizon 2. Oh, wow. OK. Alors, Gilda, si tu pouvais reculer 2 décennies, admettons que par magie, tu pouvais reculer 2 décennies et que tu allais aboutir au même résultat qu'aujourd'hui, c'est-à-dire être le Chief Digital Officer de Bank of Africa. Est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il y a une ou deux choses que tu aurais fait différemment dans ta carrière? Je ne pense pas. Je pense plutôt que j'aurais mis plus l'accent sur un certain nombre de matières. Oui, comme tu le sais, je suis dans le domaine bancaire et la partie finance est très importante. D'accord. J'ai dû me remettre dans un parcours académique malgré le fait que je travaillais. En plus j'ai une double logiciel.
J'ai un master dans une business school en entrepreneuriat et management de l'innovation. OK. Et dans ce parcours, je me suis rendu compte que c'est bien de faire marcher les choses, mais d'abord la partie finance. Comment gérer un PNL, comment optimiser les résultats, comment savoir lire le bilan d'une entreprise et définir une tarification, gérer des coûts. Oui. OK. Et je pense que on le met pas suffisamment en évidence dans les parcours classiques, notamment pour nous qui avons fait de l'informatique. On a certes fait des cours de comptabilité analytique, générale, finance, etc. Mais pour nous, c'était de la plaisanterie. On trouvait que c'était pas valorisant. On se Ouais. disait que le plus important, c'était coder, développer. Mais non, finance, c'est important aussi. Il y a certainement des jeunes, que ce soit au Sénégal, au Burkina ou un peu partout en Afrique où tu passes. Il y a certainement des jeunes qui t'observent aujourd'hui et qui te voient comme un modèle. Si tu avais deux ou trois conseils à donner aux jeunes bacheliers aujourd'hui ou aux bacheliers de demain qui voudraient être le Gildas que lui dirais-tu? Je pense deux choses. La première des choses, c'est de ne jamais cesser d'apprendre, de rester curieux, de lire. Ça, c'est très important, quel que soit le parcours, quelle que soit la formation auquel on se destine. OK. Et la deuxième chose, c'est de toujours croire en soi-même, d'être optimiste, parce que le travail paye. OK. Ce sont ces deux éléments surtout que moi, sur lesquels j'insiste effectivement de temps en temps de faire un peu de mentorat, de donner des conseils, des orientations à des jeunes ou des petits frères. Donc c'est un élément fondamental. D'abord le mindset et ensuite le travail. Est-ce que tu as des habitudes que tu observes depuis un certain temps qui ont changé ta vie? Oui, l'organisation et surtout la gestion de mon temps. D'accord? Matin au soir et toute la semaine, je sais entre griffes qu'est-ce que je fais, à quel moment est-ce que je ne fais rien de prévu et à quel moment est-ce que je bloque mon emploi du temps. Ça m'a beaucoup aidé. Avant, je ne le faisais pas, c'est-à-dire il y a de cela, je dirais 8, 10 ans. Mais depuis que je me suis astreint à cette discipline, je dirais que je suis beaucoup plus efficace et performant. Très bien. Merci beaucoup, Gildas. Et ce fut un réel plaisir de t'avoir dans ce podcast. Et je te souhaite tout le meilleur du monde pour la suite de ta carrière. On se reverra bientôt, Inch'Allah, à Dakar. Inch'Allah. Merci Bernard pour cette discussion et au plaisir. À très bientôt. Merci, Gildas. Merci et à très bientôt. Ouais.